Merci beaucoup. Merci beaucoup à Stéphanie qui m'a invité, introduit à la Grande École de Commerce, et je remercie toute l'équipe de la Grande École. Je remercie aussi mon ami Tajani qui a fait le trait d'union avec cette école et avec qui nous travaillons dans le cadre du cercle psychanalytique. Alors voilà, un psychanalyste va vous parler des jeunes et du numérique. Je n'ai aucune prétention d'apporter des choses aux jeunes et ni à l'assistance en ce qui concerne le numérique, mais je dois d'abord dire que ce sont les jeunes qui vont amener le numérique. Et en écoutant les jeunes, parce que le titre d'ailleurs, je vais m'en expliquer, à l'écoute des jeunes, en écoutant les jeunes, je me suis aperçu qu'on ne peut pas aujourd'hui écouter sans avoir un minimum de savoir sur le numérique. Parce que quand des jeunes viennent me voir en me disant « moi j'ai beaucoup d'amis », que je dis combien, on me dit 300, alors il faut tout de suite se rendre à l'évidence qu'il ne s'agit plus de l'amitié d'autrefois et qu'il y a déjà un autre monde dans lequel ils sont connectés d'une façon extra-territoriale et extra-temporelle. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça et je voudrais effectivement vous montrer comment les effets du numérique aujourd'hui se passent au niveau du mental et combien l'interrogation aujourd'hui est indispensable. Alors, l'autre partie de mon titre, c'est du socio-virtuel au socio-culturel. C'est-à-dire que ce qui intéresse aujourd'hui le spécialiste de l'âme, si on veut utiliser des grands mots, mais disons les psys, pour parler d'une façon comme ça simpliste et commune, ce qui intéresse, c'est effectivement ce passage de choses qu'on appelle virtuelles et qui sont pour nous dans le registre de l'imaginaire à la question du réel. C'est-à-dire que les jeunes sont dans un espace virtuel où il se passe beaucoup de choses et en même temps cet espace-là, il est connecté au réel. C'est-à-dire qu'il ne faut plus, faire l'opposition entre le virtuel et le réel. Il faut aujourd'hui s'interroger sur le passage. Et le passage, il est là. Il est là dans les relations intimes. On le voit dans les déclarations, dans les confidences. Il est là dans l'espace social. On l'a vu pour les soulèvements arabes, à quel point justement ça a joué un rôle d'abord dans une mobilisation virtuelle puis réelle. Mais toutes les études ont montré que, en fait, c'est dans le passage au concret, que ce soit dans une relation amoureuse, n'est-ce pas, de la petite amie ou du petit ami qu'on cherche, ou que ce soit dans une action sociale qu'on veut réaliser, dès que quelque chose se réalise dans le réel, ça baisse la fréquentation du virtuel. Donc voilà, mon interrogation c'est celle-là, si vous voulez, c'est ce passage qui se fait entre ce qui est d'un registre virtuel, imaginaire, à un registre réel, donc d'où mon titre du socio-culturel, socio-virtuel au socio-virtuel, au socio-culturel. Bon, c'est les deux en fait, hein, j'hésite, mais c'est un va-et-vient. Donc il n'y a pas de confusion, ça j'essaierai de vous le dire, il n'y a pas de confusion entre les deux registres, mais il y a un passage et pas une opposition. Alors je suis d'accord avec mes prédécesseurs, oui, Madame Bimbi, sur le fait que c'est une révolution. Pour moi, je l'affirme, c'est une vraie révolution parce que ça change beaucoup de choses. Je suis très admiratif de ce que j'ai entendu pour l'école et je vois que, d'abord, on est amené à inventer. Et vraiment, dans tous les secteurs, on est amené à inventer. Je vous assure que l'écoute du spécialiste, elle est forcément changée. Parce que quand on vous parle, si vous voulez, de tout ce qui se passe dans l'intime et que vous essayez de déchiffrer ce qui se passe dans cet intime qu'il ne faut pas condamner parce qu'il est dans le virtuel. C'est ça l'erreur d'ailleurs des adultes aujourd'hui, c'est de dire il est toujours sur Facebook, etc. On ne peut plus lui parler. Et voilà, il faut qu'il arrête. Et ça, c'est des plaintes constantes que j'ai des parents. L'erreur, c'est de condamner ça et de ne pas voir que quelque chose se passe de fondamental aujourd'hui. Alors, c'est la génération Internet, les digital natives, génération Y, etc. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde numérique. Il n'y a pas, et je veux dire, et les choses, comme vous avez dit, madame, les choses, elles sont là. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, c'est comment on fait avec. Comment on fait avec. C'est pour ça qu'on ne peut inventer, on ne peut être dans notre monde que si on est à l'écoute
de ceux qui sont je veux dire, les maîtres dans cette culture numérique, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui nous ont appris. Moi, c'est mon fils qui m'a introduit. Ce sont mes jeunes patients qui me parlent des questions d'Internet, qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc, les choses sont là. Et il y a des choses que les parents doivent savoir. J'essaierai de le dire brièvement, quitte à revenir dessus dans l'introduction. Ce qui est en tout cas, pour le spécialiste en tout cas, qu'il faut soulever, les points importants, c'est que ça dépend de la personnalité. C'est-à-dire que quand vous avez des personnalités, des jeunes qui sont bien équilibrés, qui, si vous voulez, sont épanouis, qui sont bien structurés, l'outil Internet est un outil formidable parce qu'il leur permet de travailler, de développer leurs connaissances et d'aller du virtuel vers des rencontres réelles. Quand il s'agit de jeunes qui sont timides et fragiles et, si vous voulez, qui ont tendance à s'isoler, Internet peut renforcer cette tendance et on voit à ce moment-là se développer non pas un développement, mais quelque chose d'un appauvrissement, je dirais, parce que ça appauvrit le social, parce que même ce qu'ils rencontrent dans les réseaux sociaux n'est pas d'une grande richesse, au contraire, et que, pire, il y a deux grands risques. Le premier, c'est celui de ce qu'on appelle les addictions. Je n'ai pas le temps ici de développer, mais on peut le faire dans la discussion. Et le deuxième risque, que vous connaissez bien, puisque vous suivez tous l'actualité, c'est celui de l'embrigadement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut facilement, si vous voulez, capter l'attention des jeunes et flatter leur imaginaire et leur faire des promesses qui sont sans lendemain, à travers, évidemment, un imaginaire qu'on enfle à outrance. Et donc, il y a de tout. Il y a effectivement, et c'est là qu'intervient le thérapeute, non pas pour condamner ou favoriser, mais pour voir comment les choses s'articulent aujourd'hui avec le monde réel, de la même manière qu'un jeune qui demande à acheter une moto, il y a le jeune qui est équilibré et qui est sans risque, il y a celui qui va l'utiliser comme une conduite à risque, qui va foncer à 200 à l'heure en sens interdit. Et voilà, et donc la responsabilité des parents, elle est pleinement posée. Elle est posée aussi en ce qui concerne Internet. J'y reviendrai. Alors, j'aime bien dire que les jeunes sont multimédia. Ils sont multi-réseaux, ils sont multimédia parce qu'ils ont le smartphone, ils ont le téléphone, ils écoutent de la musique, ils écrivent et ils font d'autres choses, ils font leurs devoirs. Alors, la question se pose aujourd'hui pour les spécialistes, parce qu'aujourd'hui, la psychiatrie, à côté de la neurologie, a fait des progrès en ce qui concerne les neurosciences. La question est clairement posée aujourd'hui sur le fonctionnement des neurones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le cerveau fonctionne de la même manière? Comment ces jeunes vont développer, si vous voulez, des nouveaux circuits neuronaux? J'aime bien donner une métaphore. La métaphore, c'est la suivante. C'est que, au fond, Internet, c'est comme un prolongement, parce que Internet, c'est une toile immense, et le cerveau, c'est des milliards de neurones. Et Internet, au fond, la toile de l'Internet, c'est comme un prolongement des réseaux neuronaux. C'est comme un prolongement virtuel de ce qui se passe dans le cerveau. D'où la capacité d'être happé par, si vous voulez, par les réseaux, ou par des hypnotiseurs, ou par des gourous, etc. Ou d'être séduit, ou de partir dans des choses complètement imaginaires, ou au contraire, de développer des nouveaux réseaux. Donc c'est une grande question aujourd'hui pour les chercheurs. Donc, au fond, les réseaux, quels sont-ils? Ce que je vois le plus souvent, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram. C'est plus rarement pour les jeunes, parce que c'est des gens professionnels, c'est LinkedIn. Alors, il y a de tout là aussi. Je veux dire, il y a des choses qui sont, je ne condamne pas du tout, il y a des choses qui sont très bien sur Facebook, il y a des partages d'informations, comme il y a des choses qui sont tout à fait banales et inintéressantes. Mais la caractéristique, en tout cas, de ce qui se passe aujourd'hui pour les jeunes, c'est un mot, c'est la liberté. C'est-à-dire que les jeunes ont pris la liberté de dire sur les réseaux ce qu'ils ne peuvent pas dire dans le social. Aujourd'hui, bien sûr, on sait que la parole s'est libérée, qu'on parle beaucoup plus qu'avant, qu'il y a moins de censure, mais que grande partie de la censure est levée, mais disons qu'il y a un passage du tout dire
qui s'est fait d'abord dans les réseaux. Ça intéresse beaucoup le psychanalyste, parce que le psychanalyste, quand il reçoit quelqu'un, il dit « vous pouvez tout me dire ». Vous êtes sûr? Je peux vous dire « oui, vous pouvez me dire hein ». Donc, il y a quelque chose qui se dit. Alors évidemment, il y a quelque chose qui se dit, mais d'une façon qui s'écrit, mais qui ne peut pas se dire, mais ça peut être aussi un préalable pour dire, comme ce que je disais pour les rencontres. Mais il y a aussi, donc, il y a aussi des transgressions et des dérapages, évidemment, des manipulations, comme il y a aussi des choses qui se passent, qui sont peut-être provocatrices, mais qui libèrent des choses. On a vu tout ce qui s'est passé, par exemple, vous avez tous suivi ce qui s'est passé pour le baiser de Nador, le fameux baiser, vous avez suivi l'histoire du viol d'Amina, toutes ces choses-là. Évidemment, vous voyez, les réseaux sociaux sont aujourd'hui, et je veux dire, et ça c'est les jeunes, hein, c'est les jeunes qui ont porté ce mouvement-là. Donc on est interpellé, et le thérapeute, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses, je ne raconte pas des choses individuelles, je parle de choses que les jeunes nous rapportent individuellement, mais qui concernent le collectif. C'est pour ça que je suis ici. C'est-à-dire qu'il y a le discours qui est privé, intime, mais ce discours, il est complètement lié au social, je dirais même au politique, parce que la question que les jeunes posent, c'est par exemple de libérer ou d'inventer ou de changer des espaces. Quand les politiques ou les institutionnels ou les enseignants changent les choses, ben, évidemment, je pense que ça donne, je pense que les jeunes captent, c'est formidable, je suis contente qu'il y ait une salle, là, beaucoup de jeunes, je suis sûr que nous allons être interpellés et bousculés même, mais je vous assure que chaque fois qu'il y a des choses qui les confondent, les jeunes sont là. Donc, si on ne répond pas aux attentes, c'est là que les dérapages se font, c'est là que les violences se font. Et donc mon rôle, il est bien sûr celui d'un praticien, mais d'un chercheur, et disons tout simplement d'un citoyen. Donc un citoyen, il doit restituer au social, au public, ce qu'il entend dans un espace clos, mais qui concerne tout le monde. Voilà, c'est le sens de ma démarche. Alors je viens pour finir dans la dernière partie qui concerne la question des parents. Alors, la question des parents, aujourd'hui d'abord, les jeunes viennent beaucoup plus voir les thérapeutes qu'autrefois. Autrefois, on voyait les jeunes amenés par les parents et ils n'avaient pas envie, parce que si c'était des enfants, l'enfant, ben, on le prend par la main, on l'emmène, on ne lui demande pas son avis. Aujourd'hui, il faut demander son avis, très jeune âge aussi bien. Et l'adolescent, ce qu'on appelle l'adolescent aujourd'hui, on ne peut pas l'amener comme ça s'il n'a pas envie. Donc ils viennent beaucoup d'eux-mêmes et ils entraînent leurs parents. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que les parents arrivent en disant voilà, j'ai un problème avec mon jeune, mais le jeune me dit mais c'est pas moi le problème, c'est eux les problèmes. Et donc c'est ça la question. Il faut se pencher sur cette question. Les jeunes disent ce sont les parents le problème. Soit ils vous disent voilà, moi je suis sur internet, ils ne veulent pas, soit moi je veux sortir, ils ne veulent pas, voilà, expliquez-leur. Évidemment, donc je suis pris tout de suite comme un partenaire, comme un allié. Mon rôle, c'est pas de taper sur les parents, mais c'est d'être un médiateur, d'entendre ce que les jeunes disent et que les parents ne peuvent pas entendre. Donc en ce qui concerne Internet, le conseil que je donne, je dis aux parents, écoutez, vous ne pouvez pas arriver comme ça en face d'un jeune et le condamner. Il faut d'abord créer une alliance avec lui. Il faut essayer de lui dire que ce qu'il fait est intéressant et demandez-lui de vous apprendre. Voilà, de vous montrer. Et vous essayez à ce moment-là de créer quelque chose. Quand il y a une confiance qui est établie, vous pouvez lui dire attention, il y a des contenus dangereux, il y a des contenus qui ne veulent pas se faire prendre, etc. Mais vous ne pouvez pas d'emblée. Alors il y a des négociations sur le temps d'Internet, on connaît les choses classiques, mon fils, il passe des heures, il passe la nuit, etc. Donc, les parents doivent aussi avoir une formation, parce qu'après tout, quand l'enfant est jeune, quand il a 10 ans, et qu'il a un ordinateur ou un smartphone dans sa chambre, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il envoie de la responsabilité des parents. Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas été formés. C'est-à-dire qu'il faut une formation minimale. Ça, j'insiste toujours pour le dire, il faut une formation minimale des parents. Alors, je vais finir, je vous ai donné
des points forts comme ça qui peuvent comme ça interpeller sur mon rôle et sur le dialogue que je peux avoir avec vous. Je vais finir sur 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que le fait que les jeunes ont besoin de lieux spécifiques. Les jeunes manquent de lieux spécifiques. Bien sûr, ici et là, il y a des espaces culturels, des espaces de dialogue, mais c'est loin, si vous voulez, c'est loin de la demande et de l'attente des jeunes. La question aussi des bibliothèques. Il y a quelques mois, j'étais à une fondation ici à Marrakech, et puis donc je présentais mes livres. Bon, c'était bien, on m'a dit c'est bien, ouais, tout ça, ça me flattait, mais après il y a un jeune qui a pris la parole pour dire non, écoutez, tout ça c'est bien, mais écoutez, nous on ne peut pas acheter les livres. Est-ce que vos livres sont dans la bibliothèque? Et bien voilà, j'ai dit oui, voilà, vous posez une question fondamentale, nous manquons de bibliothèques. Alors, il faut des lieux pour les jeunes. Et s'il n'y a pas des lieux, c'est là aussi qu'il y a le refuge face à l'écran. Et par rapport à l'écran, évidemment, il y a à la fois ceux qui pourront bien les utiliser et ceux qui vont l'utiliser d'une façon pauvre, appauvrie, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la question de la parole. Les jeunes veulent prendre la parole, il faut les écouter. Et pour les écouter, j'insiste sur 2 choses. Il faut s'impliquer, il faut leur faire confiance.